Bonsoir à tous. Ce soir, nous vous proposons une enquête sur le fromage le plus populaire au monde, la mozzarella. Et oui, même en Suisse, bien avant le gruyère ou l'emmental, la délicieuse petite boule blanche de fromage italien qui accompagne nos salades de tomates fraîches est devenue un mets indispensable des gourmets. Une mozzarella, dans le fond, dont on ne sait pas grand-chose. Une équipe de temps présent, Maria Pia Mascaro et Claudio Tonetti, a remonté la filière de la mozzarella des supermarchés helvétiques au pâturage de la Campanie, dans la région de Naples, une filière complexe et pas toujours très nette, marquée il y a quelques années par le scandale de la dioxine, hautement cancérigène, dont on a retrouvé des traces dans la mozzarella exportée. Alors, où en est-on aujourd'hui avec ce fromage exporté en masse, qui rapporte des milliards à l'économie italienne? Eh bien, comme on peut s'y attendre, là où il y a de l'argent à faire, rôde le spectre de la mafia. Si les circuits d'exportation vers la Suisse semblent plutôt bien contrôlés et transparents, on trouve bien, pourtant, la main de la Camorra, la mafia napolitaine, dans la production de mozzarella. Plusieurs affaires de lait importé à la provenance douteuse et ajouté frauduleusement ont éclaté récemment. Et vous allez l'entendre, de nombreux petits producteurs à succès ont été victimes du racket violent de la mafia. Regardez. Fromagerie Galdi, dans la province de Salerno, à 1 heure au sud de Naples. C'est ici que l'on fabrique la mozzarella de bufflone vendue chez Coop. Daniel Giger et son adjoint sont responsables des achats laitiers chez Coop. Et cette visite chez leur principal fournisseur de mozzarella n'est pas tout à fait anodine. Car depuis quelques années, ce fromage est sous haute surveillance. La mozzarella est le fromage le plus vendu en Suisse. Dans cette fromagerie, on fabrique exclusivement de la mozzarella au lait de bufflone, beaucoup plus fine et recherchée que celle au lait de vache. Celle produite ici pour Coop est une mozzarella AOP, soit une appellation d'origine protégée. Le lait utilisé doit être frais et travaillé selon un savoir-faire reconnu. Longtemps considéré comme un produit de niche, sa demande a explosé depuis quelques années. Si les inspecteurs de Coop viennent régulièrement visiter cette entreprise, c'est pour s'assurer que le lait choisi par leurs soins n'est pas mélangé avec d'autres laits pour la fabrication de leur mozzarella. Ces cuves portent une inscription parce que nous voulons que le lait transformé soit bien celui des fermes que nous avons choisies, parce qu'elles respectent les lois suisses sur le bien-être animal. Cette fromagerie transforme aussi d'autres laits de bufflone et nous voulons que le lait Coop soit bien celui utilisé pour nous. D'où ce suivi qui commence par des camions-citernes dédiés pour la récolte du lait et ainsi de suite sur toute la chaîne de fabrication. Pour obtenir cette appellation d'origine protégée, le lait de bufflone doit aussi provenir d'un terroir bien défini, la grande région autour de Naples et de quelques zones limitrophes. Pour garantir la qualité de leur lait, les responsables de Coop ont choisi des élevages situés à l'autre extrémité du territoire de l'AOP, à plus de 3 heures de route de leur fromagerie. Pour quelle raison venir si loin ? Premièrement, les animaux ici ont des conditions de vie optimales. Deuxièmement, toute cette histoire de terrain pollué a aussi été un argument important. Nous avons les conditions idéales ici pour un produit propre. Nous avons suivi les conseils de notre fromager et nous avons bien sûr vérifié par les certificats et par des analyses. Nous avons ensuite décidé sur cette base-là. Il y a eu aussi des articles de presse sur cette histoire de dioxine et nous sommes convaincus que nous avons trouvé la meilleure solution. Si Coop s'inquiète autant de la qualité de son lait, c'est en raison du scandale de la dioxine
qui a secoué il y a quelques années le monde de la mozzarella de bufala. En 2008, on retrouve en effet de la dioxine dans des mozzarella de bufflone en France. Plusieurs pays bloquent aussitôt leurs importations. C'est le branle-bas de combat en Italie, où des batteries de tests sont lancées dans tous les élevages de bufflone. Une centaine de troupeaux sont mis en quarantaine. Des tonnes de lait sont séquestrées. Très vite, on cerne l'origine de la dioxine. Elle provient de la combustion de déchets industriels, souvent toxiques, déposés à même le sol dans des centaines de décharges sauvages. L'élimination de ces déchets est le fait de la Camorra, la mafia de Naples, et plus précisément du clan des Casalesi. Celui-ci agissait depuis plusieurs années avec la complicité d'entreprises du nord de l'Italie et du reste de l'Europe. Cette dioxine se déposait ensuite sur les champs où paissaient les bufflones. Cette région, connue comme la Campagne Felix à l'époque romaine, la campagne heureuse en raison de sa très grande fertilité, est alors tristement rebaptisée la Terre des Feux. À l'époque, Antonio Limone est chargé de coordonner le plan d'urgence pour contenir le phénomène. 7 ans plus tard, devenu directeur de l'Institut de la sécurité alimentaire du Mezzogiorno, il assure que la situation est sous contrôle. Le phénomène des feux est un phénomène mafieux. Mais dire que ce phénomène a un lien direct avec la nourriture, dire qu'à chaque fois que nous avons un feu, nous avons forcément des aliments contaminés dans nos assiettes, est une affirmation fausse. Nous avons même constaté que certains produits provenant de terrains contaminés, je peux même dire que presque tous les produits que nous avons analysés, n'avaient aucune trace de dioxine. Son laboratoire continue à tester quotidiennement la dioxine sur des dizaines de produits alimentaires. Antonio Limone affirme qu'aucune mozzarella de bufflone n'a été testée positive depuis 2011. Nous faisons des tests périodiques sur les résidus de dioxine. Nous faisons aussi des analyses sur les éléments nutritifs pour vérifier qu'ils correspondent bien aux valeurs déclarées. Et depuis que vous faites des contrôles sur la dioxine, est-ce que vous avez eu des problèmes chez Coop? Non, nous n'avons jamais eu de problème chez nous. Les certificats sont accessibles et tout était toujours OK. La Domiziana, ancienne voie romaine construite il y a près de 2000 ans sur le littoral au nord de Naples. Elle traverse aussi de bout en bout le territoire des Casalesi, le clan mafieux longtemps le plus puissant de la Camorra. Gianfranco Paolo est né ici à Castelvolturno. Il a repris l'entreprise familiale de production de mozzarella de bufflone. Cet homme en veut terriblement à la Camorra, car il en a subi les méfaits de très près et pendant de longues années. La dioxine a eu des conséquences sur tout le secteur. Il y a eu des chutes de ventes impressionnantes. Tout comme il y a eu un effondrement des ventes à cause de la Terre des Feux. Et nous, ici, dans le Casertano, nous avons subi des pertes importantes. Sa mozzarella est considérée comme l'une des meilleures de la péninsule et reçoit année après année les plus hautes distinctions de la gastronomie italienne. Et face à ce succès, la Camorra ne l'a pas raté. Pendant des années, il a dû s'acquitter du fameux pizzo, la dîme que prélevait le clan des Casalesi à la plupart des entreprises de la région. Nous avons payé le pizzo depuis 98, oui, 2 ou 3 fois par an. L'habituel qui se payait à Noël, à Pâques et à l'Assomption, au clan des Casalesi. D'abord, ils ont commencé par 1 000 € chaque fois. Puis 2 000, ils sont passés à 2 000, et de 2 000, ils sont passés à 5 000. La mise augmentait toujours plus. C'est classique.
Il évoque le racket comme une évidence ou une fatalité. Et c'est encore malheureusement souvent une réalité dans ce territoire longtemps tenu par la Camorra. Pire, le scandale de la dioxine, œuvre de la Camorra, va mettre un sacré coup de projecteur sur toute la filière de la mozzarella. Une série d'enquêtes va révéler des pratiques douteuses sur lesquelles plane une fois encore l'ombre des clans. Il y a même eu une enquête où l'on mettait effectivement à nu toutes les magouilles, ce qui transformait l'AOP. On parlait de cahiers étrangers, on parlait de lait qui arrivait de l'étranger, mais ils inscrivaient quand même mozzarella di bufala campana. Ce sont des choses qui finalement font du mal au marché, font du mal aux consommateurs, parce qu'il n'y a pas de clarté, et ça provoque une pagaille sur l'identification du produit, entre le bon, le pas bon, le sain et le pas sain. Ça a créé une sacrée confusion. L'enquête qu'évoque Gianfranco Paolo est celle qu'a menée le colonel Marco Paolo Mantile, à la demande du ministère de l'Agriculture en 2010. Son investigation mettra la lumière sur de nombreux dysfonctionnements dans la filière du lait de bufflone AOP, dont certains de nature clairement frauduleuse. Nous avons mis en évidence que les données, tant des niveaux productifs que du nombre de têtes de bétail, ne correspondaient pas à la réalité des faits. Nous avons même constaté qu'un certain nombre d'élevages n'avaient tout simplement aucune tête de bétail, c'est-à-dire que des élevages existaient sur le papier, mais dans la réalité n'avaient aucune tête de bétail. Outre l'absence de données fiables sur les quantités de lait de bufflone produits en compagnie, son enquête montrera que du lait étranger entrait au noir dans cette filière AOP. Les carabiniers séquestreront notamment 12 000 tonnes de lait de bufflone, à l'origine très douteuse, dans 2 grands centres de congélation de la banlieue de Naples. Nous avons fait analyser ces 12 000 tonnes de lait que nous avons séquestrées. D'abord, ce lait n'avait aucun type de documentation de provenance. En étudiant certains marqueurs mis en évidence par les analyses effectuées, les vétérinaires des services sanitaires nous ont indiqué que ce lait provenait très probablement d'Europe de l'Est. Du lait évidemment bien moins cher que celui produit en compagnie. Après le rapport du colonel Mantile, un nouveau scandale en 2012 refait parler du lait importé d'Europe de l'Est. Ce sera lors de l'arrestation éclatante de Giuseppe Mandara, surnommé l'Armani de la mozzarella. Il exporte dans le monde entier. On le soupçonne d'avoir organisé un système de fraude pour importer du lait de bufflone congelé d'Estonie, de Pologne et de Lituanie. Plus grave, les procureurs sont convaincus que son entreprise a été financée 30 ans plus tôt par un clan de la Camorra. Cette accusation a été faite par un boss camorriste repenti, Augusto Latorre. Mais son témoignage sera jugé irrecevable. Faute de preuves, Giuseppe Mandara est relâché. Ce scénario, arrestation et relâche, se répète en 2014. Malgré des années d'enquête et 2 recours successifs du ministère public, le dossier sera classé en octobre 2014. Une issue qui laisse un goût amer chez les observateurs avertis. Des observateurs comme Rosaria Capacchione. Cette ancienne journaliste a enquêté de longues années sur la filière de la mozzarella et plus généralement sur la Camorra. Son travail lui a du reste valu d'être menacée de mort par le clan des Casalesi. Elle vit sous escorte policière depuis 8 ans. Ce classement vous a étonné? Non, je n'ai pas été étonnée, mais pour une raison technique. Pas de fond, mais de forme, disons. Cette enquête avait été ouverte et close plusieurs fois. Certains faits étaient très vieux et donc difficiles à prouver. Il était surtout difficile de les faire entrer dans le champ du délit d'association mafieuse, où la recevabilité de la preuve est différente. Au-delà du capital mafieux qu'il y avait ou pas derrière tout cela, je ne peux pas le dire puisque l'affaire a été classée,
Et ça, je dois le dire formellement. Après, ce que moi je pense, c'est une autre histoire. Mais il n'est pas pensable qu'un kilo de mozzarella de cette filière-là puisse coûter moins cher que le lait qu'il faut pour produire ce kilo de mozzarella. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sur les grands marchés, celui de l'industrie, des discounts, tu vends un sous-produit à la limite. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un produit nuisible à la santé. Mais il ne faut pas le confondre avec le produit haut de gamme qui provient de ce territoire. Et ça, c'est peut-être le plus grand tort que la Camorra ait fait à la filière. L'intérêt de la Camorra pour la mozzarella et les bufflonnes est lié à l'histoire même du territoire. La présence de la bufflonne est attestée en Campanie depuis le XIIe siècle déjà. Les produits tirés de son lait font donc partie depuis toujours de l'économie locale. Ce lien historique entre Camorra et mozzarella nous est confirmé par le numéro 2 de la Direction nationale antimafia. Il s'agit d'une organisation fortement enracinée dans le territoire. Et les chefs de clan sont tous des éleveurs de bufflonnes. Ils ont tous eu dans leur famille un élevage de bufflonnes et ils ont continué à avoir ces élevages. Certains membres au sommet du clan ont investi leur argent dans les élevages de bufflonnes qui sont très rentables sur notre territoire. La mozzarella de bufflonne est un fleuron de la Campanie, connu dans le monde entier, exporté dans le monde entier. Il y a toujours eu un lien entre mafia, casalesi et élevage. Là où il y a eu la plus grande connexion entre le marché, disons, officiel, légal de la mozzarella et celui contaminé par la Camorra, c'est quand on a décidé de mélanger ce lait avec cet autre lait pour augmenter la capacité de vente sur le marché et de faire entrer dans la filière AOP du lait congelé, ce qui veut dire ouvrir grand les portes au lait de Roumanie, qui, j'insiste, n'est pas nocif en soi, mais c'est autre chose. C'est une fraude. L'un des derniers grands scandales de fraude sur la mozzarella de bufflonne est celui de la fromagerie Cantile. Suite à une perquisition en 2014, la police saisit d'importantes quantités de lait de vache ainsi que du lait de bufflonne en provenance de l'étranger. Les mozzarella produites ici finissaient sur les étals de la grande distribution française et américaine. Depuis, la fromagerie est fermée. Ses propriétaires ne sont pas inculpés de lien avec la Camorra, mais de fraude commerciale. Leur procès est en cours et ils ont admis une partie des faits qui leur sont reprochés. Malgré nos demandes, Guido Cantile et son fils n'ont pas souhaité nous parler. Pour comprendre comment fonctionne le marché du lait de bufflonne en Campanie, nous sommes allés voir un grand éleveur, Cesare Iemma, à Torre Lupara. Avec ses frères, il a repris l'entreprise familiale. Leur force est d'avoir intégré élevage, fabrication et commercialisation afin d'éviter les intermédiaires. Très tôt, il s'est scandalisé du prix très bas de certaines mozzarella de bufflonne. Il fut l'un des tout premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sur de probables trafics de lait. On a souvent produit plus de mozzarella et à un coût bien moindre que ce qui pouvait se produire. Avant la globalisation, il était impossible d'imaginer pouvoir faire arriver du lait d'Égypte ou de l'Inde. Aujourd'hui, avec cette globalisation, cette internationalisation de tous les produits, on peut facilement faire arriver des matières premières qui peuvent poser problème à des produits typiques et locaux, comme la mozzarella AOP. La tentation d'aller chercher du lait ailleurs étonne à peine Cesare Iemma, parce que les éleveurs sont confrontés à un véritable casse-tête pour produire du lait au bon moment. Les bufflonnes, en effet, mettent bas et produisent du lait en hiver, alors que la demande de mozzarella est la plus forte en été. Portante. Pour réduire ce décalage, Cesare Iemma et son vétérinaire essayent d'ailleurs d'influencer le cycle des grossesses. C'est une femelle.
Nous cherchons à ce qu'elle mette bas de février à août, pendant les mois les plus intéressants pour la production de mozzarella de bufflone. Et c'est difficile? Oui, parce que dès qu'il y a plus de soleil, la bufflone n'entre plus du tout en chaleur. C'est donc très difficile de produire du lait pendant les périodes de demande du marché national et européen. Malheureusement, ce qu'on n'a pas compris avec la mozzarella et avec d'autres AOP européennes, c'est que le produit ne peut pas toujours satisfaire la grande distribution. Et souvent, moi, par moment, j'ai des ordres insensés de la grande distribution et je n'arrive pas à les satisfaire. Je ne peux pas faire plus qu'une certaine quantité, alors je coupe. Mais il y a des producteurs qui obtiennent des marchés en livrant en permanence et en produisant énormément. C'est le concept. Mais avec les AOP, malheureusement, on ne peut pas en produire plus d'un point de vue de la matière première. La mozzarella de bufflone, victime au fond de son propre succès. Et c'est bien ce dont se plaignent éleveurs et fromagers honnêtes, d'avoir été inondés de lait étranger et moins cher pour répondre à la demande des grands supermarchés. Rino Cerino fait partie de ces éleveurs. Au fil des ans, il a vu le fruit de son travail être totalement dévalorisé. Je n'arrivais pas à vendre le lait à un prix correct, ne serait-ce que pour m'autoriser un petit pourcentage de gain. On arrivait juste à couvrir les frais. Les grands fautifs, ce sont les acheteurs, et surtout la grande distribution. Les vrais coupables, ce sont eux. Le transformateur doit bien vendre, il doit travailler. Il faudrait une vraie révolution contre la grande distribution, parce qu'elle ne peut pas imposer les prix, les paiements, la production. L'éleveur ne sait dire qu'une chose. Quand augmentes-tu le lait? Point. Le reste ne l'intéresse pas. Domenico Raimondo est le président de l'interprofession de la mozzarella di bufala. Dans ses publicités, il se gargarise de l'excellence du produit, de sa tradition multicentenaire et insiste sur les très nombreux contrôles effectués pour en garantir la qualité. Mais quand on aborde les questions qui fâchent, M. Raimondo préfère botter en touche. Vous avez un code éthique pour certifier les mozzarella anti-mafia. Ça veut dire quoi anti-mafia quand on fait de la mozzarella? Nous expulsons toutes les personnes, tous les membres qui ont des problèmes avec la justice. Et nous avons été les premiers en Italie à adopter un tel code. Ça veut dire qu'il y a parfois un lien avec la Camorra? Non, non, il n'y a aucun lien. Nous avons ce code éthique justement au nom de la transparence maximale. Parce que nous voulons être le plus transparent possible. On sait que les chefs de clan possédaient des élevages ici et même dans certains pays de l'Est. C'est un problème que je n'ai jamais, comment dire, vérifié, parce que je ne m'intéresse pas à cela. Certains fromagers sont victimes d'extorsion. Vous êtes au courant de ce problème? Ça m'est inconnu. C'est-à-dire? Parce que ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Et dans le passé? S'il y a eu quelque chose et qu'ils l'ont dénoncé, c'est sorti. Mais s'ils ne l'ont pas dénoncé, c'est leur problème. À chacun de régler ses problèmes comme il peut. Bien désinvolte pour un président censé défendre tous les membres de la filière AOP. Pourtant, et contrairement à ce qu'il prétend, le racket est une réalité bien amère pour ceux qui le subissent. Gianfranco Paolo, le fromager de Castelvolturno, le payait depuis de longues années. Et puis soudain, en 2008, il sera victime d'un épisode très brutal qui l'a profondément marqué.
En 2008, nous avons été pris pour cible par le clan des Casalesi, par le groupe de tueurs de Setola. Ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené au colloque avec eux et ils m'ont demandé 50 000 €. Là, ils m'ont dit, ou tu nous donnes 50 000 €, tu as 3 ou 4 jours, sinon tu fermes et tu t'en vas. Et tout cela alors qu'ils avaient déjà commis 2 homicides retentissants. Ils sont venus au magasin, ils ont dit, on doit te parler, tu dois venir avec nous. Franchement, je suis entré dans la voiture avec eux, effrayé. Effrayé parce que je savais que les 2 meurtres qui avaient été commis portaient leur signature. Mais vous les connaissiez? On les connaissait tous de vue, parce que c'était des personnages qui circulaient librement sur tout le territoire. Cette époque a été marquée par l'évasion d'un tueur du clan des Casalesi, Giuseppe Setola, et par la mise en place d'une stratégie de la terreur sur tout le territoire. Il prévoyait d'agresser tous ceux qui dénonçaient, que ce soit les parents des collaborateurs de justice et les entrepreneurs qui avaient refusé de payer l'extorsion. Je me suis retrouvé dans une cave et ils m'ont réclamé de l'argent. Moi, j'ai essayé de leur dire qu'on sortait à peine d'un problème, celui de la dioxine. On avait eu une chute des ventes importante. Mais eux, rien. Ils ont dit, t'as tes problèmes, on a les nôtres, et tu dois nous aider à les résoudre. Ce à quoi, ironiquement, j'ai répondu, excuse-moi, tu me demandes 50 000 € et je dois te donner un coup de main, moi, pour résoudre tes problèmes. Ce que Gianfranco ne sait pas à l'époque, c'est que ses téléphones sont sous écoute. La police savait qu'en pistant les commerçants, elle avait une chance de mettre la main sur le groupe de Setola. Une conversation entre l'associé de Gianfranco et un ami confirmera ses soupçons. Cette conversation autorisera les enquêteurs à séquestrer les images de vidéosurveillance de la fromagerie et d'identifier ainsi les maîtres chanteurs. Mo sta venendo un altro ragazzo, si chiama Musciarella. Ma vai e viene, vai e viene, vai e viene. E io ho detto, senti, vedi tu quello che vuoi fare, ma io sinceramente non ce la faccio più. Se devo chiudere, chiudo e me ne vado. Che devo fare? Ormai siamo arrivati. Ho messi pure questi della polizia. Ha detto, ma tu stai pagando? E ho detto, no, io ho negato tutto. Perché sinceramente il salvatore della patria non lo voglio fare proprio. Perché questi qua secondo me non hanno capito come funziona qua. Noi comunque ci siamo trovati tra le estorsioni. Nous, on s'est retrouvés entre les racketteurs qui nous pressaient avec l'extorsion et qui venaient prendre l'argent toutes les semaines, et de l'autre côté, la police qui nous pressait pour qu'on dénonce. Quoi, on dénonce alors que ceux-là sont dans la nature? Une extorsion du clan des Casalesi? Et pourquoi? Pour finir comme Domenico Noviello? Pour finir comme... Et toi, quelle garantie tu me donnes? La Camorra a toujours fait peur. Il n'y a pas de confiance. Et il n'y avait pas de confiance dans les institutions. De plus, certains territoires comme le Casertano, où ces organisations sont fortement enracinées, ont été abandonnés par l'État. La présence de l'État n'existe pas. Elle n'est pas avérée. Il est donc peu probable qu'un entrepreneur qui ne voit pas la présence de l'État autour de lui puisse décider de se fier à ce même État, tout en mettant sa propre vie et celle de ses proches en danger. À cette époque-là, la crainte d'être victime de rétorsion ou d'assaut militaire était si grande, parce que les actes du groupe Setola étaient clairement des assauts militaires, que pousser ou forcer des gens à dénoncer un racket était considéré comme une mission diabolique. Cet été-là, le territoire est en effet à feu et à sang. Mais le groupe de tueurs va commettre une erreur fatale. Lors d'un raid meurtrier, déguisés en policiers, les hommes de Setola abattent froidement 6 immigrés nigérians qu'ils avaient pris pour des trafiquants de drogue.
Nous sommes le 18 septembre 2008. La population immigrée est révoltée. Dès le lendemain, elle va manifester massivement. Toute l'Italie est en émoi. L'État se doit de réagir. Et c'est l'armée qui est envoyée pour mettre fin à la stratégie sanglante des clans camorristes. En quelques jours, la police va arrêter 3 des 4 auteurs du massacre de Castelvolturno. Tous 3 faisaient partie de la bande qui faisait chanter Gianfranco Paolo. Très vite, ils passent à table. Leurs témoignages vont conduire en l'espace de 4 ans à l'arrestation de tous les chefs du clan, dont le sanguinaire Giuseppe Setola, auteur de plusieurs dizaines d'homicides. C'est la fin de l'ère des Casalesi. Je me suis retrouvé face à un groupe de tueurs et j'ai été traumatisé par cet épisode. C'est comme si un tsunami s'était abattu sur moi. Et à partir de ce moment, je suis entré dans une période noire. Dépression, antidépresseurs, psychothérapie. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Ici, au cabinet. C'est-à-dire? Il a fait un parcours psychologique ici avec moi, à cause de ses histoires personnelles, et on s'est rencontrés ici. Comme je vous le disais, en 2008. Leur rencontre n'est pas seulement celle d'une psychologue et de son patient. Elle est surtout nourrie d'expériences communes. Quand Emma était encore enfant, son grand-père avait perdu son entreprise pour n'avoir pas voulu payer le pizzo réclamé par la Camorra. Je vois parfois dans le regard de Gianfranco, qui regarde encore souvent en arrière, j'ai l'impression de voir le regard épouvanté de mon grand-père qui, aujourd'hui encore à 78 ans, quand il marche dans la rue et qu'il entend son nom, se raidit. J'ai grandi avec cette... moi je l'appelle cette rage. Une rage qui lui a fait entreprendre, en plus de la psychologie, des études de criminologie pour mieux comprendre les phénomènes mafieux. Si on veut aller sur le terrain idéologique et non plus pratique, on peut dire qu'un phénomène n'existe plus historiquement qu'après une période bien déterminée, pendant laquelle on ne l'observe plus. Et ce n'est pas le cas ici. Nous parlons de choses qui sont arrivées il y a très peu de temps. Des histoires comme celle de Gianfranco sont racontées, mais plein d'autres ne sont pas racontées. Heureusement, aujourd'hui, il y a un sursaut, il y a une volonté de s'unir, de s'associer face à certaines situations. Oui, l'État s'engage. De très nombreux biens confisqués à la mafia ont aujourd'hui un usage plus fructueux et sont souvent liés à cette lutte contre la Camorra. À quelques kilomètres de là à peine, chose impensable il y a encore 3 ou 4 ans, le sursaut de la société civile contre la mafia est en cours. Une coopérative agricole a vu le jour en 2012 sur un bien confisqué à un boss historique de la Camorra. Massimo Rocco est le président et l'un des 4 membres de la coopérative des terres de Don Peppe Diana. Et pour s'ancrer dans ce territoire, quoi de plus naturel que de se lancer dans la production de mozzarella de bufflone.
Je fais de la mozzarella grâce à ce projet. Sinon, je n'aurais probablement jamais mis les pieds dans une fromagerie comme travailleur. Pour ces novices, se lancer seul était un projet un peu insensé. Ne fais pas de la mozzarella au débotté qui veut. Très vite, ils sont allés chercher les services d'un fromager aguerri, Francesco, devenu leur employé. Sans son savoir-faire, l'entreprise aurait eu du mal à décoller. Qu'est-ce que vous faites, Francesco? On est en train de mozzare, qui veut dire couper à la main. Et d'après vous, ils apprennent bien, ces jeunes? Ils sont un peu durs, mais ils apprennent. Francesco, est-ce que vous pouvez nous expliquer où nous sommes? Nous sommes sur les terres de Don Pepe Diana. Qui sont? Ce sont les terres confisquées à la Camorra. Que pensez-vous du fait que des jeunes puissent récupérer des biens de la Camorra pour travailler? C'est un bien qui avait déjà été volé au peuple, qui est donc récupéré par le peuple. Peut-être pas le propriétaire d'origine, je ne sais pas, mais au moins on travaille. On crée des emplois pour nous et d'autres gens, et pas seulement ici, mais aussi ailleurs. Et c'est important pour cette terre? C'est très important, parce que ça fait un bout de temps que nous allons presque bien, si on ne recommence pas à zéro. Qui? Qui? Les mêmes. Si leur coopérative a pu voir le jour, c'est grâce à l'œuvre d'une vie, celle du dirigeant communiste sicilien Pio La Torre. Son combat anti-mafia commence quand il prend la tête du mouvement paysan qui réclamait une réforme agraire aux grands propriétaires terriens alliés à la mafia. 30 ans plus tard, devenu parlementaire, Pio La Torre fait passer 2 lois historiques. La première inscrit le délit d'association mafieuse dans le code pénal italien. La seconde autorise l'État à confisquer les biens acquis illégalement par la mafia. Il faut concentrer notre attention sur l'enrichissement illégal. Parce que la mafia a pour but l'enrichissement illégal. Et c'est là que nous devons mettre les projecteurs. Les parrains siciliens ne lui pardonneront pas son audace. Ils l'assassineront sauvagement lors d'un guet-apens à Palerme en 1982. Grâce à la loi Pio La Torre, plus de 10 000 biens ont pu être repris à la mafia sur tout le territoire italien. Cette coopérative a reçu le nom Les Terres de Don Pepe Diana, du nom d'un prêtre de la région, tombé lui aussi sous les balles de la Camorra pour avoir osé dénoncer son pouvoir. Pourquoi cette banderole ici? Bien confisqué, ici, la Camorra a perdu. Ça résume en une phrase la valeur symbolique que nous donnons à notre projet. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'affirmer qu'ici, la Camorra a perdu. Il faut démontrer que les activités d'une entreprise, donc par les activités de notre coopérative, que le pouvoir criminel peut perdre. Le signal que l'on donne est celui d'une véritable défaite. C'est une libération de territoire, d'une tranche importante du patrimoine criminel qui peut être remis à la société civile. C'est emblématique que dans un lieu situé dans un territoire où se sont succédés au cours des ans tant d'activités criminelles dans le domaine de la mozzarella, où des élevages et des fromageries ont été séquestrés et confisqués, c'est emblématique que dans un tel bien confisqué, nous puissions faire naître une entreprise de fabrication de mozzarella. Battipaglia, autre chef-lieu de la mozzarella, cette fois-ci au sud de Naples. C'est ici que vit et travaille Rino Cerino, éleveur et vétérinaire. À sa manière, il mène lui aussi un combat contre les fraudes dans la filière de la mozzarella de bufala au travers de l'association Giovette qu'il a cofondée avec un ami.
Je suis le coordinateur de cette bande de fous. Nous nous sommes répartis par compétences parce que nous sommes un groupe multidisciplinaire. Nous avons des chimistes, des vétérinaires, des agronomes, des biologistes et le groupe des nerds, pardon, des informaticiens. L'ambition de ces jeunes est de réhabiliter l'agriculture de leur territoire, malmenée par les scandales mafieux comme la dioxine ou les fraudes. Un de leurs grands succès a été de faire adopter par le ministère de l'Agriculture une loi afin de garantir l'origine du lait de bufflone italien. Nous nous sommes adressés aux autorités compétentes, à l'interprofession, à l'Institut sanitaire, et nous avons demandé des données. Combien de lait de bufflone est produit en Campanie? Personne n'a su répondre. Donc, nous avons créé un portail en impliquant les éleveurs et en leur demandant d'insérer quotidiennement les quantités de lait produits et surtout à qui ils le livraient, pour avoir une banque de données avec une traçabilité totale, surtout pour les quantités. Informatiser le tout permet ainsi aux forces de l'ordre d'avoir des données et de pouvoir aller contrôler à tout moment dans les fromageries. Ça a déchaîné une réaction, un tollé dans toute la filière. Sans l'impulsion des éleveurs, ce n'aurait jamais été possible. C'est vraiment une loi d'autocontrôle qui est venue de la base, des éleveurs. Ce combat, cette nouvelle génération d'activistes l'a gagné en s'adjoignant la complicité d'Antonio Limone, le directeur de l'Institut de la sécurité alimentaire, qui s'était illustré en faisant le ménage dans la filière du lait de bufflone lors de l'épisode de la dioxine. Il a joué de ses liens politiques pour faire passer le projet de traçabilité du lait. Ce mécanisme contient un système de traçabilité qui nous permet de limiter un autre phénomène, c'est-à-dire la possibilité de faire arriver du lait de provenance douteuse dans certaines fromageries. Et l'interprofession vous a suivi dans ce projet? Je devrais être diplomate, mais ce n'est pas une de mes principales qualités. Disons que si nous avons réussi, c'est très peu grâce à eux, beaucoup malgré eux. Disons que dans toute cette activité, quand nous aurions eu besoin de l'interprofession dans la phase initiale pour convaincre les éleveurs d'adhérer à notre projet, eh bien, l'interprofession n'a pas été là. Mais elle a suivi quand nous sommes arrivés au bout et que nous nous sommes retrouvés au ministère. Là, l'interprofession s'est alignée. On n'a rien découvert de nouveau avec la traçabilité. Nous la faisions déjà, la traçabilité, quand nous notions le lait qui entrait dans les fromageries et les mozzarella qui en sortaient. Tout est inscrit dans un registre dans les fromageries, le lait qui entre le matin et les mozzarella que nous faisons. Domenico Raimondo s'obstine à user du déni comme système de défense. Mais si leur contrôle était suffisant, comment expliquer alors que de telles fraudes aient pu avoir lieu? Pour avoir les réponses, nous sommes allés frapper plus haut, au ministère de l'Agriculture, à Rome. Disons que le lien entre le lait acheté et la mozzarella, produite en fromagerie, n'était pas clair. Pourquoi a-t-il fallu adopter ce décret? Parce qu'avant, avec le précédent décret, le suivi de la production laitière se faisait pour chaque bufflone, mais pas pour l'ensemble de la filière. Et donc, il était impossible de dire combien de lait versus combien de mozzarella. Dans certains cas, nous nous sommes retrouvés avec des illégalités dans le système. On parle bien sûr de cas isolés, mais des personnes utilisaient du lait de bufflone qui n'était pas italien. Ils commettaient des contrefaçons avec ce lait en le dénominant AOP, ce qui est un délit, abstraction faite du décret. Francesco, on a fait combien de lait? Cesare Iemma fait partie des éleveurs qui se sont battus pour mettre en place ce nouveau système de contrôle. Il est convaincu qu'il sera efficace pour lutter contre les fraudes, à condition toutefois que les fromageries soient surveillées de très près. Si ensuite les contrôles respectifs, c'est-à-dire les contrôles réels des quantités sont faits, alors le système est suffisant.
Si la quantité de mozzarella à la sortie des fromageries correspond bien aux quantités de lait annoncées, alors ça suffira. Nous devons comprendre combien de mozzarella produit le fromager aujourd'hui. Nous savons combien de lait est produit, nous avons une estimation très précise pour le lait. Mais nous devons aussi avoir ces données pour les mozzarella. Une bonne mozzarella, un bon produit doit conserver toutes ses caractéristiques. Élasticité. À la coupe, elle doit être bien tenue. Laiteuse. Notre entreprise est petite. Nous ne sommes pas intéressés par la grande distribution, ni par le marché étranger. L'exportation exige un autre type de produit, un produit auquel il faut donner une durée de vie d'au moins 15 jours. Où il faut voyager avec la chaîne du froid, où forcément on finit par dénaturer un peu la qualité d'une mozzarella artisanale. En fait, ce sont deux produits complètement différents. Celle artisanale et celle pour la grande distribution. Ou tu fais l'une, ou tu fais l'autre. Si Gianfranco a fait le choix de ne rien lâcher sur la mozzarella, après son séquestre, il a aussi décidé de ne plus rien lâcher à la Camorra. Avec d'autres commerçants locaux, il a fondé la première association anti-racket de la région, dont le siège est la villa d'un gros trafiquant de drogue, aujourd'hui sous les verrous. Nous le retrouvons ici avec Luigi Ferrucci, un restaurateur et président de leur groupe. Maintenant, une de nos activités est de convaincre les autres à dénoncer. Parce qu'on peut le faire en relative sécurité, contrairement aux années précédentes où on se sentait seul et on n'avait pas de soutien. Le problème encore aujourd'hui, ce sont nos collègues qui s'obstinent à payer. Bien sûr, le phénomène à Castelvolturno s'est fortement réduit. Mais ça n'empêche qu'ils sont encore nombreux à payer et à ne pas dénoncer. C'est ça le chaînon manquant dans cette lutte contre la mafia. C'est pour avoir osé dénoncer et pour avoir surtout encouragé d'autres à le faire que Luigi Ferrucci a reçu le prix national du mouvement antimafia Don Peppe Diana. Questa menzione speciale e questa è la motivazione. Quand on a compris que tout n'est pas enfer et que dans cet enfer, il y a des gens bien, ce que nous faisons, c'est d'aller à la rencontre de ces gens, de les amener de notre côté pour ensemble construire cette armée du bien qui a changé ce territoire. Merci, merci. Le persone importanti le lasciamo alla fine. Raffaele Cantone, ecco il premiato. Un prix qui n'est pas que symbolique. Ce jour-là, parmi les lauréats à ses côtés, figure le chef national de la direction anticorruption, Raffaele Cantone. Que signifient pour vous ces comités anti-racket au niveau communal ? Ils sont la preuve qu'une partie de la société civile s'oppose réellement à la Camorra. Parce que la lutte contre la Camorra ne peut et ne doit pas être uniquement le fait de la magistrature. Tant qu'il n'y aura pas une frange importante du pays, de la cité, pour s'y opposer, ce sera difficile de pouvoir vaincre la Camorra. Comme on peut bien comprendre, si l'espérance des gens n'est pas soutenue par des opportunités concrètes de travail, de développement, de culture, d'aide économique aux entreprises, alors le terrain restera fertile pour la renaissance de ces organisations. Si on enlève à un peuple ses ressources économiques, alors on peut prêcher tant qu'on veut la légalité, la dénonciation, la pratique d'une bonne cohabitation. Parce qu'au final,
Les personnes doivent pouvoir vivre, elles doivent pouvoir travailler. Et si le travail qui était donné par la Camorra n'est pas remplacé par celui de l'État, alors il est évident que la Camorra demeurera l'unique référent pour ces personnes. Le soutien de l'État, Gianfranco Paolo a fini par le recevoir quand il a été personnellement victime de la Camorra. Encore faudra-t-il que ce soutien étatique et politique se manifeste plus largement sur tout le territoire du sud de l'Italie pour que cette région sinistrée économiquement puisse enfin se libérer de l'emprise des mafias. Terra mia, com'è bella la montagna. Terra mia, terra mia. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.